Soit au Utabraza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanati Keli Iyo papa. Alors voilà, chers téléspectateurs de l'émission Makolo State, merci de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele ici depuis Washington DC. Alors en exclusivité, nous avons son Excellence Monsieur Lamer Mende qui est le ministre de l'information, de presse information chez nous au Congo. Alors, Son Excellence, vous venez d'assister ou animer une conférence très nourrie ici au Methodist Church à Washington DC. Juste au sortir de cette audience, quelles sont vos impressions d'abord à chaud? Eh bien, d'abord, nous avons été accueillis très chaleureusement, très fraternellement par l'équipe du quartier général de l'église méthodiste, et particulièrement celle qui est en charge des contacts avec le gouvernement américain et le Congrès. Nous avons parlé de notre sentiment à l'issue de ce sommet des chefs d'État africains et américains au sujet de ce que nous voulons voir des groupes de pression comme l'Église méthodiste accomplir pour la République démocratique du Congo. Nous avons rappelé que nous étions un pays post-conflit qui a des problèmes tout à fait particuliers, que nous attendions un accompagnement sincère de la part de nos partenaires des États-Unis d'Amérique, que nous voulions qu'on nous aide à faire rimer démocratie, stabilité, reconstruction et lutte contre les antivaleurs de toutes sortes, et qu'on n'idéologise pas les problèmes qui concernent la République démocratique du Congo, comme les problèmes de démocratie, de constitution ou des élections. Mon impression, c'est une impression de satisfaction. C'est comme si nous avons été bien compris par nos interlocuteurs, qui ne sont pas les moindres acteurs dans le tissu sociopolitique américain, et nous espérons que ce que nous avons dit sera relayé au plus haut niveau des États-Unis d'Amérique. Alors, monsieur le ministre, vous vous retrouvez à Washington DC pendant qu'il y a ces sommets, ces grands sommets des US Africa qui réunissent presque plus de 48 chefs d'État ici à Washington DC. Hasard du calendrier, et pourquoi vous vous trouvez à ce moment ici à Washington DC? Ces contacts font partie justement de ce sommet. Il s'est agi pour nous hier de discuter avec nos amis d'opposition congolaise sur un certain nombre de points qui, pour nous, ont été relayés au niveau de l'opinion américaine pour discréditer le président de la République, Joseph Kabila, pour discréditer les institutions en place en République démocratique du Congo. Nous avons tenu à mettre sur la table un certain nombre de fondamentaux devant nos amis de l'opposition, au National Endowment for Democracy qui nous a invités, qui a invité également les amis de l'opposition. Tout ceci pour clarifier ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous savez, un pays que beaucoup de gens veulent déstabiliser pour des raisons qui leur sont particulières, et nous avons pu hier démontrer à nos amis que ce qui est prioritaire en République démocratique du Congo, ce ne sont pas ces débats oiseux sur ce qui va se passer en 2016. Nous sommes encore en 2014 et on veut nous distraire avec des débats sur 2016 que nous n'avons pas encore à l'ordre du jour. Il serait tout de même pour le moins affligeant que l'on fasse semblant d'ignorer que les Congos et les Congolais doivent vivre en 2014, vivre en 2015, vivre toute l'année 2016, puisque l'expiration du mandat de notre président, c'est à la fin de 2016. Ces choses-là ont été dites de la bonne façon et elles ont été comprises. Je pense que c'était très utile. Cela a pu clarifier certaines choses et donner une autre image de tout ce qui est en train de se faire de positif en République démocratique du Congo. Tout à fait. Une situation qui s'améliore progressivement. Nous avons eu une guerre, nous sommes en train d'en sortir. Nous avons décidé, en dépit du fait que maintenant nous sommes en train de désarmer les groupes résiduels qui déstabilisaient la situation, de relancer la reconstruction avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Il y a une stabilité du cadre macroéconomique. La plupart des
partenaires internationaux reconnaissent cela. Nous avons lancé un accroissement substantiel des investissements sociaux, gratuité de l'enseignement fondamental. Nous avons doublé le taux de scolarisation dans le primaire. Nous avons construit 400 écoles depuis septembre dernier pour un montant de 60 millions de dollars. Nous avons relancé l'agro-industrie. Au plan politique, toutes nos institutions fonctionnent. Les Congolais jouissent de leurs droits démocratiques. On atteste la marche que l'opposition a organisée aujourd'hui à Kinshasa, qui n'a été interdite par personne, ils se sont exprimés. Et je mentirais cependant si je vous dis que la RDC est devenue un paradis. Mais celui qui affirmera que ce pays est resté un enfer ne dirait pas la vérité non plus. Il faut donc que soit pris en compte le point de départ qui doit être superposé à la situation présente pour avoir une évaluation objective. Et quand on juxtapose le point de départ et la situation d'aujourd'hui, on est forcé à se rendre à l'évidence qu'il y a une évolution ascendante. C'est pourquoi je voudrais questionner, au nom du gouvernement, au nom de notre majorité, le pessimisme que l'on voudrait poser ici comme postulat aux réflexions de notre ordre du jour. C'est comme si on tenait à offrir des béquilles à une personne qui n'a aucun problème à se tenir debout. En 2005, la majorité au pouvoir a fait campagne pour l'adoption de la Constitution par le peuple congolais en référendum. Ce n'est pas pour ne pas la respecter. Une révision est certes projetée, nous avons dit en quoi elle consiste. Nos collègues de l'opposition radicale estiment que ce serait une violation de la Constitution. Nous pensons que cela n'est pas vrai, parce que la Constitution elle-même prévoit qu'elle peut être révisée. Alors, la criminalisation de toute révision ne doit pas être acceptée, parce qu'un texte constitutionnel, à notre avis, est toujours le reflet d'une situation ou de circonstances qui évoluent. Et la Constitution de 2006, qui a stipulé à l'article 218 la possibilité de réviser celle-ci, le dit bien, même si elle fixe quelques limites à l'article 220. Donc, dans l'ordre juridique de la RDC, la révision de la Constitution est la règle et la non-révision des matières prévues à l'article 220, une exception. Et nous estimons, pour répondre à une des questions soulevées dans les termes de référence, qu'une révision est justifiée dès lors qu'elle se destine à faire rimer démocratie, facilitation institutionnelle et stabilité dans le pays, et dès lors qu'elle respecte les mécanismes prévus pour sa révision. Dans les termes de référence de ce forum, on trouve aussi une mise en garde contre ce que les auteurs des TDR ont appelé les révisions constitutionnelles répétitives. Ce concept me met mal à l'aise, parce qu'il ne répond à aucune norme constitutionnelle. Parce que même en le considérant du point de vue du bon sens, la question est de savoir qui est chargé de définir ce caractère répétitif. Est-ce qu'il y a un calendrier universel à cet égard? Est-ce que la France, qui a révisé 8 fois sa constitution au cours des 9 dernières années, a procédé à des révisions répétitives? Et je voudrais aussi dire un mot sur un principe selon lequel on ne change pas les règles d'un jeu en plein match. Un principe que mes collègues de l'opposition ici présents convoquent souvent dans le débat sur la révision constitutionnelle. Le match électoral pour nous, pour l'élection présidentielle qui nous préoccupe, commence avec la convocation des électeurs par la CENI. Il se termine avec la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Et l'argument selon lequel une révision qui est initiée plus de 2 ans avant la convocation du scrutin présidentiel de 2016, convocation fixée par l'article 102 de la loi électorale 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, qu'une telle révision serait faite in tempore suspecto est dénuée de fondement à mon point de vue. Au sujet des élections, les échéances de 2006 et 2011 nous ont montré à quel point le coût des élections peut être prohibitif pour un pays comme le nôtre, un pays post-conflit dont la reconstruction réclame aussi ses droits.
C'est la raison pour laquelle notre gouvernement et notre majorité ont proposé la réduction du nombre des scrutins recourant au suffrage universel direct. D'où l'idée d'une élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Croire que nous pouvons nous payer 4 élections directes dans une seule législature, locale, provinciale, législative nationale et présidentielle, c'est chercher à nous suicider financièrement. En la matière, je voudrais dire qu'il n'y a pas qu'à vouloir. Encore faut-il pouvoir. Et on nous rétorque qu'on peut toujours recourir à la solidarité internationale. Je dis que notre politique est celle de réduire autant que possible la soumission d'un exercice de souveraineté par excellence que sont les élections à la charité internationale. Cette option n'est du reste pas en contradiction avec les principes démocratiques. Elle se justifie aussi par notre réalisme, parce que comme gouvernement, nous avons été en but à des promesses non tenues de nos partenaires de la communauté internationale, aussi bien en 2006 qu'en 2011. On nous accuse aussi de vagues soupçons d'une prétendue volonté de violer la Constitution. Nous estimons que ce n'est qu'un procès d'intention de la part de nos compatriotes qui donne l'impression de chercher à noyer nos efforts de normalisation et de reconstruction dans des controverses qui sont aujourd'hui sans objet. Le président Joseph Kabila, qui est encore à mi-mandat, n'a dit aucun mot sur la prochaine élection présidentielle dont on attend la convocation dans plus de 2 ans. Mais nos collègues de l'opposition voudraient nous détourner de la réalisation de notre programme de reconstruction nationale et faire monter la question des candidatures d'une élection qui aura lieu dans 2 ans à la tête de l'agenda dès aujourd'hui. C'est peut-être de bonne guerre pour nos collègues, mais ce n'est pas l'intérêt des Congolais. L'intérêt des Congolais, c'est la reconstruction du Congo, c'est l'insécurité, c'est le développement, c'est l'accomplissement par le président de la République et sa majorité de leurs engagements lors de l'élection de 2011. Et je voudrais dire ici que la volonté de notre président de respecter la Constitution n'a jamais été prise à défaut. Et nous refusons, comme gouvernement, comme majorité, de nous abîmer dans une polémique hors du temps, qui n'est qu'une spéculation sur des évidences. Avant de terminer, je voudrais partager avec vous une courte réflexion d'intellectuel sur le concept de l'alternance. À écouter certains d'entre nous, pour être démocratique, une élection doit aboutir à un changement de personne ou de majorité à la tête du pays. C'est une posture purement idéologique. Et elle malmène le principe démocratique, élémentaire, car le peuple souverain peut, s'il le veut, reconduire ou non une majorité sortante. Par rapport à la réunion que vous avez eue hier au National Endowment for Democracy avec l'opposition congolaise, mais cette image très frappante, le pouvoir et l'opposition qui se mettent ensemble, mais c'est là en dehors du pays. C'est une institution tout à fait à part qui vous invite ici à réunir l'opposition et le pouvoir pour discuter des problèmes du Congo. Est-ce que ça, on ne peut pas voir cela quotidiennement chez nous au pays? Nous avons été effectivement assez choqués de voir que nos partenaires de l'opposition, en tout cas la plupart de ceux que nous avons eus en face de nous hier, avaient refusé de participer à des concertations entre Congolais que le premier des Congolais, le président Joseph Kabila, avait convoqué au mois de novembre 2013 et qu'ils accouraient ici à l'invitation d'une ONG américaine et acceptaient de nous rencontrer ici à l'étranger. Nous avons profité justement de ce cadre pour leur démontrer le caractère tout à fait contradictoire, tout à fait antipatriotique de leur attitude. On ne peut pas accepter de venir discuter à l'étranger des problèmes de son pays lorsqu'on a des responsabilités politiques. Les questions congolaises
congolaises sont à débattre au Congo, et je vous assure que nous avons reçu les excuses de la National Endowment for Democracy, nous disant qu'ils ont simplement offert un cadre pour que les Congolais se réunissent, mais qu'ils sont d'accord avec la majorité pour dire que les affaires de la République démocratique du Congo doivent être débattues par les Congolais et les Congolais seulement. Ça a été le sens même de notre message, aussi bien le professeur Bochab que moi-même, à cette audience. Tout à fait. Alors la substance, le contenu de ces meetings, de cette rencontre, est-ce qu'on peut savoir en quelques mots qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que c'est légitime les déclarations que l'opposition amène sur la table? Puisque vous représentez le gouvernement, et de l'autre côté, il y a aussi l'opposition qui a cette déclaration qui estime pouvoir mettre sur la table. Est-ce que vous trouvez cela que c'est leur plein droit de pouvoir mettre sur la table ces dont ils pensent que c'est possible? C'est leur plein droit, puisque le Congo appartient à tous les Congolais, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. C'est un droit qu'ils exercent déjà en République démocratique du Congo. Vous aurez noté qu'au moment où nous nous réunissons à Washington, parce que ces messieurs croient qu'on ne peut pas se réunir avec eux à Kinshasa, leurs amis, leurs partisans de l'opposition organisaient un meeting pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec certaines de nos options à Kinshasa. Donc, prétendre qu'on ne peut pas s'exprimer à Kinshasa au moment où, lorsque nous sommes à Washington, une marche de l'opposition se déroule à Kinshasa, ça constitue un démenti grandeur nature de ces mensonges que l'on veut répandre sur notre gouvernement pour des raisons tout à fait politiciennes et déloyales. Mais qu'ils posent leurs problèmes, qu'on en discute, c'est une chose tout à fait normale. Nous avons eu la possibilité hier de pourfendre tout ce qu'il racontait. Nous avons pu démontrer que la Constitution peut être révisée en respectant la Constitution, parce qu'eux prétendaient que c'était totalement inacceptable. Nous avons démontré que non. Nous avons démontré qu'il n'y a aucun sujet tabou. Même l'article 220 ne peut pas être considéré comme un sujet tabou. Le peuple congolais n'a jamais été muselé par sa propre Constitution. Donc nous avons démontré également que les élections, c'est pour le peuple qu'on les organise. On ne peut pas organiser des élections qui coûtent plus cher que ce que le peuple ne peut concevoir, ne peut produire, et que tant qu'à faire entre une élection qui vous coûte des millions de dollars et le développement, il faut choisir un type d'élection qui coûte moins cher et affecter ce qu'on économise au développement. Je pense que c'est ça que l'on peut considérer comme l'essentiel du contenu de cette rencontre qui a eu lieu hier au National Endowment for Democracy. Monsieur le ministre, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Je sais que vous avez beaucoup de rencontres en ce jour. Mais la plus grande question qui revient toujours, c'est cette question, vous avez évoqué ici des élections, mais c'est aussi la question du mandat du président de la République. Je pense que partout où vous passez, cette question ne manque pas d'être posée. Alors, en tant que représentant du gouvernement, porte-parole du gouvernement, nous savons que le chef d'État parle peu ou ne parle presque pas. Vous êtes la porte-étendard, vous êtes la bouche autorisée du gouvernement. L'opinion vous pose toujours cette question. On veut être rassuré. Est-ce que le président de la République partira pas? Les élections seront-elles démocratiques? Est-ce qu'il ne va pas briguer un autre mandat? Tout ça, c'est des questions qui reviennent toujours. J'aimerais ici, depuis Washington DC, vous donner aussi l'occasion de vous exprimer à la diaspora qui vous suit à travers cette émission. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que cette question ne repose sur aucune logique républicaine, aucune logique d'état de droit. Un homme a été élu il y a 2 ans et demi à la tête de l'État pour un mandat de 5 ans. Il est en train d'accomplir le programme pour lequel le peuple lui a confié ses suffrages. Il est à mi-mandat. Il lui reste encore plus de 2 ans et demi à accomplir. Et vous voulez que nous passions notre temps, nous qui travaillons avec lui à réaliser son mandat, à discuter du fait de savoir s'il sera candidat en 2016. Mais qui a convoqué une élection présidentielle déjà maintenant pour 2016 pour que nous puissions savoir qu'il y a un intérêt à discuter si tel sera candidat ou ne sera pas candidat. L'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat de celui qui est en exercice. 90 jours avant la fin du mandat de celui qui est en exercice, nous sommes au 3e trimestre de l'année 2016. Nous ne sommes même pas encore au 3e trimestre de l'année 2014 et vous voulez que j'en fasse un débat maintenant, mais au nom de quel principe?
Donc c'est une question qui est hors du temps. Nous n'avons même pas réfléchi là-dessus. Nous n'avons même pas à en débattre. C'est ce que nous avons dit aux autres. S'ils ont du temps pour se distraire avec ces questions-là, nous n'avons pas le temps. Nous attendrons. Lorsque la commission électorale convoquera les élections présidentielles, la famille politique de la majorité vous dira qui est son candidat. Ce n'est pas aujourd'hui le débat. Ça n'a aucun sens et je ne connais pas de pays au monde où ça se passe comme cela. Donc nous n'allons pas inventer la roue. Nous avons annoncé hier que nous refusions ce débat qui est un débat de distraction, qui est un piège de la part d'opposants de mauvais perdants qui veulent se venger de leur échec de 2011. Nous n'allons pas leur faire ce cadeau, donc il n'y a pas de débat là-dessus pour nous. Tout à fait. Alors je vais vous laisser partir, Son Excellence. Mais juste un mot sur l'actualité, puisque avant que vous ne fassiez les déplacements ici, il y a eu quand même des événements malheureux au pays. Et est-ce qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a eu au Kantchachi? Il y a eu une attaque par un groupe terroriste qui a été étouffé devant le portail du Kantchachi. Ils n'ont même pas eu l'occasion de pénétrer dans le camp. Cette attaque dont les enquêtes se poursuivent, puisqu'on a capturé beaucoup d'entre eux. La justice va nous révéler quelles étaient leurs raisons. Mais cette attaque nous a permis d'évaluer l'efficacité de nos services de sécurité. Personne n'a pu entrer dans l'enceinte du camp. Ils ont tenté, ils sont tombés juste avant même d'entrer dans le camp. Malheureusement, il y a eu des morts, d'autres ont été arrêtés. Maintenant, la parole est à la justice. Et quand la justice s'occupe d'un dossier, le gouvernement se tait. C'est aussi ça le problème, parce qu'il y a beaucoup de commissions d'enquête qui ont été ouvertes depuis toujours. Non, il ne s'agit pas de commission d'enquête. Nous sommes face à un procès judiciaire. C'est différent d'une commission d'enquête. Un procès, c'est un procès, ça prend le temps que ça prend. On respecte l'indépendance des juges, le gouvernement ne commente pas. Ils ne sont pas sous nos ordres pour que nous puissions dire qu'ils travaillent bien ou mal. C'est interdit en démocratie. Tout à fait. Alors, merci Son Excellence pour votre temps et puis bon séjour ici à Washington. C'est moi qui vous remercie. Merci. Questions électorales. Une chronique électorale de Bakolowski. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes ici avec le professeur Évariste Bochap, qui est le secrétaire général du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. PPRD, le parti au pouvoir. Alors, monsieur le professeur, bonjour et surtout, soyez le bienvenu à Washington. Bonjour, merci. Alors, on vous voit ici à Washington DC, c'est le Capitole qui est juste là à côté. Ici, c'est le United Methodist Church. Vous venez de participer à une conférence très nourrie. Au sortir de cette audience, de cette conférence, quelles sont d'abord vos réactions à chaud? Merci bien. Il est important, dans un monde qui est mondialisé aujourd'hui, de rencontrer les autres, de partager avec eux, de donner notre propre opinion, pour créer une grande compréhension entre les humains. Et donc, cette conférence à laquelle nous venons d'assister, c'est une conférence très importante parce que nous avons rencontré des personnalités qui pèsent et nous pensons qu'aujourd'hui, la thèse de la République démocratique du Congo n'est pas comprise par nos partenaires, raison pour laquelle nous sommes venus nous-mêmes parler de la thèse de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'évolution actuelle. Et pour ma part, je ne peux parler que de l'évolution institutionnelle. Vous avez suivi, j'ai abordé la question de la révision constitutionnelle. J'ai aussi expliqué le fait qu'étant un pays post-conflit, le paramètre d'appréciation sinon de jugement devait être autre. Car un pays post-conflit rencontre des problèmes que l'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, les critères d'appréciation devraient changer. J'ai abordé le problème de la révision constitutionnelle pour dire l'évolution des mentalités ou même l'ampleur des problèmes que nous avons aujourd'hui doivent nous inciter à pouvoir penser, avoir un instrument accepté par tous, un instrument qui ferait du Congo un pays émergent,
J'ai soutenu ici devant nos partenaires qu'une constitution est une œuvre humaine, elle est perfectible et qu'à chaque instant, le peuple souverain peut toujours revenir sur ce qu'il avait dit autrefois. C'était ça que j'ai expliqué à nos partenaires et j'étais fort heureux de rencontrer une très grande compréhension. Et évidemment, plusieurs autres problèmes ont été abordés, mais je préfère me limiter dans mon domaine, le domaine que je maîtrise mieux. Alors, professeur, on peut dire que vous êtes la personne qui a jeté cette goutte d'eau qui a débordé la vase, et puisque vous avez écrit un livre qui a soulevé beaucoup de réactions par rapport à la révision constitutionnelle. Et dernièrement, et avant de faire votre voyage, vous avez confirmé que votre parti, le PPRD, militer pour cette révision constitutionnelle dont vous faites allusion ici. Et alors la question qui survient, qui revient et qui reviendra toujours, c'est de savoir pourquoi cette révision de la Constitution est-elle importante à ce moment et en quoi elle est importante à ce moment pendant qu'on est déjà dans la course. Merci de faire allusion à mon ouvrage. C'est une œuvre scientifique. Vous dites, cet ouvrage a soulevé, a fait couler beaucoup d'encre. Je dis simplement, ceux qui ont le plus parlé ne l'ont jamais lu, parce qu'ils ne peuvent pas vous dire avec précision ce qu'ils ont critiqué dans cet ouvrage-là. Bon, ça arrive ainsi que l'on s'emballe alors qu'on ne connaît même pas les contenus de l'ouvrage. Vous me posez la question de l'opportunité ou de la justification de la révision constitutionnelle. Je dis, le juge de l'opportunité, c'est le peuple souverain. Et donc on ne peut pas me dire, puisqu'on est déjà dans la course, non. La constitution congolaise peut être modifiée à tout moment. Et il n'y a que 5 moments où l'on ne peut pas faire quoi que ce soit, on ne peut pas modifier la Constitution. C'est pendant l'état de siège, l'état d'urgence, ou pendant l'intérim à la présidence de la République, ou alors quand on se trouve dans l'hypothèse où l'Assemblée nationale et les Sénats se trouvent occupés. Je cite là de mémoire l'article 219 de la Constitution. Et donc nous ne sommes pas dans ces 5 hypothèses-là. Et hormis ces 5 hypothèses, à chaque moment, lorsque le peuple souverain estime qu'il peut revenir sur sa propre décision, il le peut toujours. Et donc, la question d'opportunité ne se pose pas. J'ai expliqué tout à l'heure, vous avez suivi pour dire que la constitution actuelle, c'était en réalité un acte de paix, de brave entre les belligérants, mais maintenant, ils ont pu se protéger mutuellement. Maintenant, il faut avoir une constitution qui puisse protéger tous les Congolais. Je dis également que les problèmes fondamentaux que nous avons depuis 1960, en raison de l'instabilité constitutionnelle que l'on enregistre, est dû aussi au fait qu'il y a des problèmes aussi bien en amont et en aval de l'élaboration de la Constitution. Il faut, et c'est ce que nous pensons au sein du PPRD, que le peuple soit associé à ce travail de le départ. Il ne faudrait pas simplement qu'on se rende auprès du peuple pour la ratification. Ceci signifie qu'il faut une assemblée régulièrement élue qui puisse élaborer le projet afin de pouvoir le présenter au peuple au référendum. Dans le cas d'espèce, c'est la Constitution de 2006. L'Assemblée et le Sénat qui avaient élaboré l'avant-projet et le projet n'étaient pas mandatés par le peuple souverain. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas été élus. Maintenant que nous avons une Assemblée élue, celle-là, elle peut s'assumer et elle peut s'assumer pleinement parce qu'elle détient le mandat du peuple. Alors, monsieur le professeur, vous avez aussi hier rencontré l'opposition congolaise ici au National Endowment for Democracy, ici à Washington DC, et c'est une image très forte de voir cette opposition avec le pouvoir se mettre, avec la majorité présidentielle, se mettre ensemble, mais en dehors du pays. D'abord, pour commencer,
qu'est-ce qui s'est dit dans cette rencontre, et aussi nous dire pourquoi ce genre de rencontres ne se font pas au pays et ça doit se faire ici à Washington. Merci bien. Hier, nous avons rencontré pas toute l'opposition, une partie de l'opposition congolaise, quelques représentants de cette opposition. Et la remarque fondamentale que vous faites, pourquoi la rencontre en dehors du pays, alors que ce dialogue peut être amorcé à Kinshasa où siègent toutes les institutions. Je dis simplement que le président de la République, en convoquant les concertations nationales, avait demandé à tout le monde de venir autour de la table, qu'on puisse se parler en toute franchise et que l'on puisse aussi voir quelles sont les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'ensemble on peut faire pour mieux servir notre population. Vous savez qu'une bonne partie de l'opposition, entre autres aussi une bonne partie de ceux que nous avons rencontrés hier, ont dit non. Ceci ne peut être que déploré parce que lorsque c'est lui qui détient la légitimité, convoque cette opposition, elle refuse, mais elle veut venir nous rencontrer en dehors du pays. Si nous avons répondu, c'est parce qu'il ne fallait pas pouvoir instituer la politique de la chaise vide, elle ne paye pas. Nous avons rencontré l'opposition, et d'ailleurs c'est son droit le plus fondamental de s'opposer à ce que dit la majorité, et c'est même son droit qui est légitime, parce que si l'opposition ne s'oppose plus, en quoi elle serait une opposition? Nous avons soutenu notre thèse, démontrant l'importance de la révision de la Constitution pour parachever la réforme institutionnelle, et particulièrement en ce qui concerne l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Et c'est une question de moyens pour pouvoir diminuer les dépenses de l'État. Évidemment, pourrait une élection au suffrage universel direct ne serait pas démocratique, nous disons, mais dans ces cas, il faut revoir l'article 5 de la Constitution qui dit l'élection universelle peut être directe ou indirecte. Et donc, c'est autour de cette thèse qu'ils ont donné leur argumentation, nous avons donné la nôtre, et nous avons également évolué pour dire la Constitution, c'est une œuvre humaine, une œuvre perfectible, une œuvre qui à tout moment peut se voir retouchée à partir du moment où le peuple souverain estime que telle est la voie qu'il faut suivre. Et donc, nous avons dit à nos collègues de l'opposition qu'une discussion sur l'opportunité, parce qu'ils ont soutenu que la révision n'était pas voulue par le peuple. Nous disons, ah bon, lorsqu'eux peuvent initier une pétition pour dire qu'ils vont mettre le président de la CENI, ils vont pouvoir les traduire en justice, ils peuvent nous dire que c'est le peuple de manière spontanée qui a initié cette pétition. Et donc, nous aussi, nous disons que nous allons prendre l'initiative qui va être suivie ou pas par notre peuple. Nous allons modifier la Constitution. Alors, nombreux pensent que quand vous parlez de la Constitution, la révision de la Constitution, ouais, on lit entre les lignes la reconduction du président de la République pour un troisième mandat. Qu'est-ce que vous dites? Cette question n'est pas à l'ordre du jour parce que le président de la République est en plein mandat, il n'est qu'à mi-chemin de son mandat. Il doit pouvoir terminer son mandat. Mais je dirais, si telle s'avérait être la volonté de son peuple, va-t-il s'y opposer? Parce que c'est le peuple en définitive qui doit décider. Il n'appartient pas à un groupe d'hommes de pouvoir dire voilà, il y a ceci, il y a cela. Non, c'est le peuple dans son ensemble qui décidera. Si le peuple décide ainsi, ce sera la volonté du peuple. Vox populi, vox dei. Tout à fait. Alors, à cela revient que l'article 220 sera touché. Je n'ai jamais dit ça, même si telle est l'intention que l'on prête à mon parti. Mais si le peuple souverain estime que telle est l'évolution nécessaire qu'il faudrait imprimer à notre Constitution, nous irons dans cette direction-là si telle est la volonté de notre peuple. Et comment sera la volonté de ce peuple alors? Mais justement, le peuple ne peut s'exprimer que par référendum.
C'est-à-dire le peuple va, en fait la majorité va proposer cela sur la table. C'est le peuple qui se prononcera. Merci professeur pour votre temps et surtout bon séjour à Washington. Merci, merci. Okay. Merci beaucoup. Ok. Questions électorales. Les questions électorales. Une chronique électorale. Une chronique électorale de Wakolosté. Les questions électorales. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo. Sur les dangers que pose, que représente pour notre pays cette façon de coopérer qui néglige des choses essentielles et porte l'attention sur des choses qui sont dans un temps plus ou moins éloigné et qui ne sont pas prioritaires aujourd'hui. And we would like to share with our American partners that it can be dangerous to actually focus on the next electoral process instead of also looking at the current development work which is being done. Lorsque la population nous entend discuter à longueur de journée de ces problèmes passés, des problèmes d'un futur à venir, nous avons encore un mandat de 2 ans et demi, 3 ans à accomplir, on nous pose la question, est-ce que nous mangeons ces débats? Est-ce que nous nous soignons avec ces débats? Est-ce que nous envoyons nos enfants à l'école avec ces débats? Each time our people hear us debate on elections and our next elections, they ask us a question and say, are we going to eat the debates or do we need to have something on the table to eat? Et parfois l'impression c'est que on n'a pas assez apporté comme contribution et on peut trouver des prétextes pour justifier soit la faiblesse de la participation à nos efforts. And sometimes we realize that there is no enough contribution, so the scapegoat which is used is to actually blame on our modest contribution that we have made available. Alors nous souhaitons que nos amis nous aident à recadrer les choses. We are actually talking to American partners to help us get back to the development work. Et pour cela, nous ne pouvons pas mieux tomber que sur une institution qui travaille sur la base de valeurs chrétiennes qui comprennent l'importance et la priorité de l'homme au-delà des préoccupations politiciennes. We are very happy that we are talking to a Christian organizations which understand the value what it means to be a human being. Notre objectif serait atteint si aujourd'hui, en même temps que nous préparons toutes ces échéances politiques qui ont leur importance, nous avons déjà eu 2 élections, l'une en 2006 et l'autre en 2011, que l'on comprenne que nous sommes un pays qui sort d'un conflit, que nous sommes un pays qui doit se reconstruire, que nous sommes un peuple qui doit se réconcilier et que nous avons énormément de problèmes, comme les violences faites aux femmes, comme les maladies, comme le sida dont nous devons absolument triompher, et que tout cela aille de pair, mais pas négliger cela au profit d'un débat parfois désincarné. It is critical that as partners, they understand that we are actually a post-conflict country. We just came out of violence and war, and we need to focus on peace and security. We also have to deal with sexual violence against women and other development work in order to focus on building peace instead of just focusing on the debate about elections. Already we have had 2 elections and we are committed to having the next ones. Peut-être que je me ferai compléter par mes collègues qui sont ici, monsieur le professeur Évariste Machab, qui a dirigé le Parlement de la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui à la tête du parti au pouvoir, et monsieur le député Ramazani, qui est à côté de lui, pour que nous puissions donner une idée globale de nos préoccupations. Actually, I'll let my colleagues, Professor Bouchard, who led the DRC Parliament, who is currently the head of the incumbent political party, as well as MP Shadari, to also give you more perspective. Je voudrais à la fois remercier Monsieur le ministre pour ses propos très justes et vous remercier vous aussi pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir vous parler directement.
I would like to thank all the minister for his speech, but also to thank all of you for the opportunity you've given us to be able to speak with you. Je ne serai pas long, mais je voudrais commencer mon propos par une parole biblique qui dit « Demandez, on vous donnera, frappez à la porte, on vous ouvrira ». I won't be long, but I wanted to resume my speech with a verse which says that whenever you knock, the door is open, and if you ask, you receive, you'll be given. Nous venons frapper à votre porte. We have come to knock at your doors parce que nous avons l'impression que nous sommes en train de vivre une grande incompréhension. Because we realize that we are experiencing a huge misunderstanding. Le ministre l'a très bien dit, nous sommes un pays post-conflit. As the minister said, we are still a post-conflict country. Mais je voudrais aussi souligner que nous sommes allés aux élections de 2006 et juste après les élections, une guerre a éclaté. I also want to remind you that after we had our first democratic elections in 2016, we experienced another war soon after elections. En 2011, nous avons de nouvelles élections. Après l'élection, une guerre éclate et vient de se terminer il n'y a pas 6 mois. In the same way, in 2011, after elections, we went back again to war, and that war just ended about 6 months ago. Ceci fait que pendant les 2 mandats, étant donné que la moitié du mandat c'était la guerre, nous n'avons pas pu réaliser les objectifs du mandat. As you have realized that almost half of our term was committed to fighting, we were not actually able to complete our program of development that we submitted to the people. Les ressources qui devaient être affectées à l'éducation, à la santé, à l'environnement, toutes ces ressources ont été affectées pour terminer la guerre. Car lorsque la guerre éclate, mais il faut d'abord être libre pour pouvoir exécuter votre propre programme. Et les conditions particulières et de l'Afrique et de notre pays démontrent que l'on veut inverser. Nous disons que le développement doit déboucher sur la démocratie. La démocratie bâtie sur la misère ne peut pas être une vraie démocratie et ne peut déboucher à rien du tout. It appears to us that this equation is being reversed. Some folks want to emphasize on democracy first and then development, but we say that a democracy which is built on suffering cannot be sustained. C'est pour cette raison que nous faisons ce plaidoyer, qu'ici, dans cette maison où les valeurs chrétiennes sont défendues, l'homme doit être au centre de tout, et nous voulons que le peu de ressources que la République démocratique du Congo, dont la République démocratique du Congo dispose, soit affecté pour améliorer les conditions humaines, les conditions de l'homme. Bien sûr, les élections, elles sont indispensables. Mais si après les élections, c'est toujours les guerres, mais si après les élections, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les femmes accouchent même pas dans des centres de santé, dans des conditions inhumaines, et que les gens n'ont pas un minimum vital pour pouvoir s'assumer comme hommes. C'est quelle démocratie que nous allons devoir bâtir? We are still committed to having elections, but if after every election we go back to war, or we have kids who cannot go back to school, or we have women who are giving birth in harsh conditions, then we wonder what kind of democracy can be built on such a curriculum. C'est pour cette raison que nous faisons ce plaidoyer, qu'il y ait une grande compréhension de l'administration américaine par rapport à ce qui est en train de se faire dans notre pays actuellement, pour que l'homme soit un peu plus protégé, que l'on voit cette dimension. C'est que le gouvernement a enclenché dans les cas du développement. Les écoles qui sont en train d'être reconstruites, parce que les guerres ont détruit toutes les écoles, et les hôpitaux qui sont en train d'être reconstruits. Nous voulons que l'on se base sur cette dimension humaine pour juger les gouvernements actuels, au lieu d'avoir des critères qui, en réalité, n'ont rien à voir avec des concrets, qui restent des critères purement théoriques. Actuellement, il y a un grand débat, que nous avons eu également hier.
ici même, sur la Constitution. Right now we have a huge debate going on in our country on our Constitution. We actually had this debate here yesterday. Nous disons, nous, que la Constitution est une œuvre humaine. We are from the view that a Constitution was made by human beings. Et que toute œuvre humaine est perfectible. And every work which has been done by men and women needs some perfection. Et que dire que puisque la Constitution l'a dit, on ne peut plus revenir, qu'on ne peut plus en débattre, pour nous ce n'est plus une Constitution. If we cannot debate on a Constitution, looking at the current context, for us that Constitution is no longer a Constitution. Et dans ce pays de vieille tradition démocratique, il y a eu plusieurs amendements de la Constitution. In this country of great democracy, there are several amendments which have been done to the Constitution. Parce qu'avec l'histoire et l'évolution de la mentalité, on s'est rendu compte qu'il y a eu des problèmes nouveaux qui n'étaient pas là au moment où on a écrit la Constitution. With history and a kind of process, there were issues which arose which were not there when the Constitution was made. Et pour l'instant, nous nous rendons compte qu'il y a des problèmes nouveaux en République démocratique du Congo. We realize that there are new issues in the DRC. Et que ces problèmes n'étaient pas pris en compte par la Constitution au moment où elle a été élaborée. And these issues were not looked at when our Constitution was actually made. Et le plus grand problème que nous soulevons, la Constitution actuelle a eu pour le mérite de réunir les différents belligérants pour mettre fin à la guerre. One of the positive things that this Constitution did was to be able to put all the warring parties together and they were able to stop the war. Elle n'a pas tenu compte de l'aspect développement qui nous importe aujourd'hui. Parce que si nous ne nous préoccupons pas du développement de notre pays, du développement de nos populations, nous faisons quelle politique? Nous servons à quoi? Nous voulons vous dire ceci. We want to tell you this. Nous sommes dans un régime démocratique. We are in a democratic country. Il y a un groupe qui s'appelle Majorité qui est au pouvoir. We have a group which is known as Majority, which is actually on power right now. Élu démocratiquement. Elected democratically. Et pour la petite histoire, nous avons l'Assemblée nationale qui a été élue en 2006, qui a terminé son mandat. We have a parliament which was elected in 2016. It completed its term in 2006. Et qui a été renouvelé en 2011, qui continue son mandat maintenant. It was again elected in 2011 and it continues to work on its term. Cela n'a jamais été fait depuis 1960 dans ce pays. This has never happened in this country since 1960. Le Parlement congolais a les gens qui sont de la majorité et il a également les opposants. Our parliament has members of the opposition as well as members of the presidential majority. Et au bureau du Parlement, il y a quelques membres de l'opposition. And in the office of the parliament, among officers, there are actually members of the opposition as well. 5 membres sont de la majorité. We have 5 members from the et 2 membres du bureau, majority. et 2 membres du bureau sont de l'opposition. We have 2 members among officers who are from the opposition. Nous avons 14 groupes parlementaires. We have 14 parliamentary committees, as we call them here. 10 appartiennent à la majorité. We have 10 for the presidential majority. Et 4 pour l'opposition. And we have 4 for the opposition. Nous avons 7 commissions permanentes. We do have 7 commissions. 5 appartiennent à la majorité. 5 belong to the et 2 à l'opposition. And 5 to the opposition. 2 to the opposition. Et chaque fois qu'il y a une commission d'enquête, and each time there is an investigation committee, c'est l'opposition qui a la présidence de la commission. Le professeur Bocham va parler de cette problématique de la révision de la Constitution. Professor Bocham talked about this issue of revising the Constitution. Juste un seul exemple, c'est le point sur lequel nous avons sollicité cette révision concerne l'organisation d'un nombre réduit d'élections au suffrage universel direct pour des raisons budgétaires. We actually requested one provision which will allow us to organize election which will cost less. I think you can help me translate here.
Dans la formule actuelle, In nous avons our current formula, 4 élections directes, c'est-à-dire suffrage universel. we have 4 direct elections. L'élection du président, General elections, the election of the president, l'élection des députés nationaux, the election of members of parliament, l'élection des députés provinciaux and election of provincial parliament members, et l'élection des élections locales. and also Et local municipal. elections of municipalities. Chaque élection directe au suffrage universel direct coûte au trésor public 360 millions de dollars au minimum. Each general election cost at least $360 million. Nous avions un programme au niveau du gouvernement de construire 1000 écoles entre 2013 et 2014. We had a plan in our government to build 1,000 schools between 2013 and 2014. Nous n'avons été capables que de construire 400 écoles, comme l'honorable député vous l'a dit. We were only able to build 400 schools, as our member of parliament said, Parce que nous n'avions pu trouver pour cela que 60 millions de dollars. because we were only able to gather $60 million. Rien qu'en supprimant un de ces scrutins, en faisant un scrutin indirect, nous aurions pu épargner 360 millions de dollars. If we could have eliminated one general election and do it indirectly, we could have saved 360 millions. $360 million. Ça représente 1600 écoles. This represents 1,600 schools. Nous avons estimé qu'on ne pouvait pas modifier l'élection du président de la République, qui doit rester au suffrage universel direct. We didn't want to change the presidential election. We wanted to go as general election. Nous n'avons pas voulu modifier l'élection des députés, des législateurs nationaux, qui devaient rester aussi au suffrage indirect. We don't want to change as well the election of members of the national parliament. Pour une logique démocratique aussi, il n'était pas question pour nous de changer les élections locales, puisque c'est vraiment l'incarnation de la démocratie. Il fallait que ça reste des élections au suffrage universel direct. We also don't want to change the local election, because for us that's a grassroots movement of democracy. We want to keep that. Mais nous avons estimé que nous pouvions élire les députés provinciaux au suffrage universel indirect, c'est-à-dire faire en sorte que les élus des élections locales élisent les députés provinciaux pour économiser des moyens budgétaires. But we thought it would be better for us to change the election process at provincial level, to have them indirect, which means that those who be elected at local level will actually elect the provincial members of parliament. That you know that both Congress, Republicans and Democrats in the White House do believe that there are concerns about the last election. That's all I want to say about that. J'aimerais seulement dire que le Congrès et le Sénat, tous les républicains et les démocrates, pensent qu'il y avait certains problèmes dans les élections passées. And you probably heard those criticisms. Peut-être que vous avez aussi entendu I want to talk about development in the country. J'aimerais parler du développement dans le pays. Okay, and I'm trying to figure out in my head how to frame the question. Je ne sais pas comment je peux. The DRC has wealth in mineral resources. Le Congo est riche en minerais, et ressources minières et naturelles. Yesterday there was a meeting of Publish What You Pay. Publish What You Pay. Hier, il y avait une réunion concernant il faut publier ce que vous payez. Are the mineral companies that extractive industry, are they required to publish what they pay to the government of the DRC? Est-ce que les entreprises minières actuelles sont-elles obligées de rendre public les taxes qu'ils payent au gouvernement? Okay. And at one point when President Kabila came in office, there was a major discussion about renegotiating the contracts with the extractive industry. Was that done and how effective was that? Est-ce que cela a été fait et comment c'était fait? Quel est votre Lastly,
We talked about the conflict in the Eastern Congo, Nous parlons du conflit dans and we talked about all this was in his cell phone. Nous parlons ce qu'il y a dans le téléphone cellulaire. But I have never heard anyone from the DRC say the following. Je n'ai jamais entendu quelqu'un du Congo dire ceci. We want to make the cell phone. Nous voulons aussi fabriquer le téléphone. Because Africa, all the minerals are taken out. Parce que tous les minéraux qui sont And what are you producing? Qu'est-ce que vous produisez? Been for each of those elections. Les 360 millions sont-elles dépensés pour chacune de ces élections que vous avez énumérées? Absolument. C'est ce que nous appelons les élections Rolls-Royce. C'est trop cher. We call it Rolls-Royce election. They're very expensive. And that's what the government spends. C'est ce que le gouvernement dépense. Absolument. Yes. And there will be an election also to change the Constitution. Is that correct? Est-ce qu'il y aura aussi une élection pour amender la Constitution? Oui, cela s'appelle référendum. Mais techniquement, nous pouvons annuler les coûts de cette élection parce que nous l'organisons ensemble avec les élections locales. We can actually, yes, we need money to organize that election in order to amend the Constitution, but we'll minimize the cost by doing it together with the local election, combining with the local election. Then my question is simply this. Ma question est celle-ci. How will an amendment in the Constitution facilitate peace and development, and what are the possibilities that it could create violence? Comment est-ce que l'amendement d'une constitution peut créer la paix et le développement? Et est-ce qu'il y a aussi d'autres dangers que cela crée une violence ou de la violence? Nous n'avons pas cette impression dans la mesure où We don't have that impression in the sense that le niveau d'élection qui provoque tellement de fièvre, c'est l'élection présidentielle. the level of election that brings about frustration and violence is the presidential election. Les autres élections ne créent pas de problème. The other elections don't really bring us a lot of issues. Or, nous sommes au niveau des députés des provinces. Ce n'est pas au niveau de l'élection présidentielle. We at the level of provincial elections. Les députés des provinces. We want to elect the members of the provincial parliament. That's the local election. Donc ça ne peut pas nous créer nécessairement des problèmes. So we don't expect to have those issues at that level of elections. Ce sont des anticipes. There's less anxiety. Ouais. So I must have misunderstood. Peut-être que j'ai mal compris. I thought that the amendment would allow the president to run another term. Moi, j'avais peut-être compris que l'amendement allait permettre au président d'appliquer un autre mandat. Cette question n'est même pas à l'ordre du jour pour nous. We have not even yet discussed about that question. Nous parlons des élections locales qui sont programmées pour l'année prochaine. We are talking about the local elections which are scheduled for next year. The oil in the Virunga National Park. Il y a aussi le problème de pétrole dans le parc Virunga. Yeah, we are a Pan-African organization and we know what happened in Nigeria. Nous sommes une organisation pan-africaine, nous savons ce qui s'est passé au Nigeria. Water polluted. Il y avait de l'eau qui était polluée. And much more. There is no time to discuss this. Et on n'a pas beaucoup de temps pour discuter cela. This issue is at Congress and we have been talking about it. Ce problème est au Congrès pour le moment. And we ask that you look into it, and our opinion is that there should no exploitation of natural resources of the petrol in the Virunga Park. Le jeune étudiant qui a été l'objet de problèmes en Inde et une intervention du gouvernement, c'est un problème d'information. About our Congolese citizen who had issues in India, I think it has to do with access to information. Information sur ce que notre gouvernement, notre pays fait pour ses concitoyens qui sont à l'étranger. It's important for you all to know what our government is doing for our citizens who are outside of our country. La protection consulaire que nous avons offerte à ce jeune étudiant et à ses amis n'est pas la seule intervention du gouvernement pour les Congolais. The protection, et c'est pas la première. The protection that we gave to
citizen is not the first one. We have done a number of those. C'est une obligation pour notre gouvernement d'offrir une telle protection à ses citoyens. It is an obligation for us as a government to protect all our citizens wherever they are. Ils ont des problèmes partout, en Angola, ils sont chassés, au Congo-Brazzaville, nous venons de recevoir 130 000 et nous n'avons perdu aucun, nous les avons tous raccompagnés, même dans les petits villages où ils disaient vouloir aller, il n'y a plus personne dans ce camp que nous avons ouvert à Maluku, à Kinshasa. 130 000 personnes en moins de 45 jours. Ça nous a coûté des millions. Our citizens are facing issues in Angola and other countries. We have just received 100,000 people who were 30,000 people who were actually expelled from Congo-Brazzaville. And we have done our best in settling them down to places within the country. And it was so expensive for us to do it, but we did it. Même ceux que nous pouvons qualifier de criminels, dès lors qu'ils sont congolais, ils reçoivent notre assistance, et c'est le cas de M. Jean-Pierre Bemba, qui est un opposant à notre président, qui est arrêté à la Cour pénale internationale. Notre ambassade aux Pays-Bas s'occupe de ses intérêts judiciaires. Even those who are considered as criminals, as long as they are citizens, we give them support. This is the case of Jean-Pierre Bemba, who is an opponent of President Kabila. He is actually at The Hague, but our embassy has been given order to take care of him, and we are giving him all the support that he needs. En ce qui concerne le statut du rapport dont vous avez parlé sur les mines au Katanga, je pense que ces rapports entrent dans l'ensemble des documents qui ont été compilés et qui ont fait l'objet du travail que le ministère des Mines et le Comité national de l'ITIE Congo, sur lesquels ils ont travaillé pour arriver à ce que nous soyons déclarés à niveau conforme à l'ITIE. Et comme les journalistes s'intéressent souvent à des cas particuliers, vous savez, lorsque nous abordons de tels problèmes, nous voyons les choses globalement, mais il y a souvent un intérêt sur tel cas, les journalistes aiment un peu le sensationnel. Je peux vous dire que le président vient de révoquer le directeur général de la GECAMI, qui est la première industrie nationale des mines qui appartient à l'État. Il vient d'être révoqué il y a une semaine ou 8 jours par le président de la République pour faute lourde. Et c'est lié à ce rapport. In terms of the mining report that you alluded to, I just wanted to confirm with you that it has been part of the package that we submitted to the ITE International and National Committee. And it was through addressing those reports that we were able to comply with the regulations. And I'm pleased to let you know that the CEO of the GECAMIN, the mining company, had just been dismissed. He has been fired, if you want to use harsh words, because of those shortcomings just last week. Et il y en a d'autres qui vont suivre. And there are also some others who are still on the pipeline. Alors je vais terminer en disant un mot sur le pétrole du parc de Virunga avant que mes collègues ne complètent sur d'autres questions. Le pétrole du parc de Virunga nous préoccupe. And I also want to address the issue of the oil which is in the Virunga Park. Parce que we are very concerned about that. Oui, le pétrole du parc de Virunga a été utilisé comme une sorte d'instrument pour nous décrédibiliser sans aucune raison. This is something that was used as a tool to make us less credible. Le pétrole du parc de Virunga fait partie de ce que nous appelons les prospects pétroliers, des promesses de présence de pétrole. That oil is actually still part of, it's still prospective, so there are still some geological work which is being done, or exploration phase. Le parc de Virunga fait partie d'un bloc qui est beaucoup plus grand, qui s'étend sur un espace très étendu. It is part of a large reserve which covers a large area as well. Les instructions que le gouvernement a données au ministre des hydrocarbures est de procéder à l'évaluation de ce prospect. Qu'est-ce qu'il y a comme réserve dans ce bloc tout entier? Une exploration. The government has given mandate to the Minister of Oil to actually look at the exploration phase and be able to tell us what we have there in terms of reserve, quantity of oil which is present.
Et nous avons aussitôt eu des réactions de certaines ONG, sans doute de bonne foi, qui confondaient exploration et exploitation. We received some criticism from some non-governmental organizations which confuse exploration and exploitation. Puisque comme ancien ministre du pétrole, je sais qu'on peut explorer par satellite. Alors, as a former minister of quel dommage on peut causer à l'environnement en explorant des prospects par satellite? Je ne vois pas. I know that there are also some exploration which is done by satellite, and what a kind of damage can we do when we do that? Notre idée, c'est que nous devons connaître ce que nous avons en dépôt pétrolier sur cet espace. Our major concern, we really want to know what kind of reserve do we have in that particular area. Parce que le parc national de Virunga, qui est un patrimoine mondial de l'humanité, est néanmoins situé au Congo. Because the Virunga Park is one of the World Heritage, but it is still located in Congo. Et la renonciation à l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga, nous la considérons, c'est une chose qui pourra se faire, mais nous la considérons comme une contribution de la République démocratique du Congo au bien-être de l'humanité, y compris la République démocratique du Congo. Withdrawing from exploiting oil in the Virunga Park, we will probably look at it as a contribution to the environmental issues that the world is facing right now. Nous estimons que la communauté internationale, nous sommes en droit de demander de la communauté internationale une contribution à la suite de notre rapport. We expect that the international community is going to also accept our request in terms of us being able to withdraw from that exploitation. Maintenant, quelle sera notre légitimité à demander une telle contribution si nous ignorons même ce à quoi nous renonçons? How can we ask that kind of compensation if we do not even know what we have in reserve? Ce à quoi nous renonçons. That's what we don't want to do. We have to know what we have as reserve. Alors, nous avons donc décidé de mener l'exploration jusqu'au bout. Elle a été menée jusqu'au bout. Elle n'a provoqué aucun dommage. Le rapport est arrivé sur la table du gouvernement. We have actually completed the exploration phase, and we do have the complete report on the government desk at the moment. Mais nous avons eu l'impression, lorsque nous terminions cette exploration, qu'on voulait même nous empêcher d'explorer. Nous n'avions pas le droit de savoir ce à quoi nous allions renoncer. We were surprised that we were even told not to explore, as if we didn't have the right to explore what is on our ground. To know exactly à quoi nous allons renoncer. We wanted to know what are we going to withdraw from. Donc nous n'avons pas compris cela. Nous avons été assez mécontents de constater qu'on voulait nous empêcher cet exercice tout à fait normal. Et c'est à ce niveau que nous nous trouvons. We were unhappy that some folks wanted to not to allow us to do the exploration phase. That's where we are at the moment. Et donc maintenant nous sommes en mesure de discuter comme des adultes avec la communauté internationale pour dire nous avons besoin de développer notre pays. Ce sont des ressources qui pouvaient financer ce développement. Nous y renonçons pour le bien du monde entier. Nous avons besoin qu'une compensation d'une forme ou d'une autre puisse intervenir. C'est ça un État. Nous sommes là pour ça. At this phase, ce n'est pas une terre inconnue, sans propriété. At this phase, we actually know what we have as oil reserve in the Virunga Park, so we will be in a position to discuss with the international community and request an X number of compensation. Dans le cadre de cette belle initiative que nous avons prise de réunir les chefs d'État africains ici à Washington. What we expect from you and from this initiative that was taken to gather all African leaders here in the US. C'est qu'au regard de la République démocratique du Congo, compte soit tenu de la fragilité du tissu sociopolitique congolais dans tous les projets, dans toutes les priorités par l'administration américaine de ces interventions. It is critical that our partners understand that the current social-political context is still fragile in every initiative that the U.S. government will consider to do. L'acharnement à trouver des solutions classiques, du type de celles que l'on met en œuvre dans des pays où il y a une paix durable,
Mais les imposer dans une situation volatile comme la République démocratique du Congo, c'est d'arriver à perdre le contrôle de la situation par des forces hostiles qui nous encerclent et qui n'attendent qu'une moindre erreur d'appréciation pour nous prendre à défaut et nous ramener là où nous étions, là où on pouvait venir piller nos richesses. Trying to use framework that have worked in countries of durable peace and democracy and to use them in Congo would be a mistake because the country is still in a very fragile and volatile situation. Notre attente, en définitive, c'est que cette maison, qui est une maison respectable, fondée sur des valeurs, fasse l'effort d'obtenir des autorités américaines plus d'écoute des Congolais, de ceux qui représentent les Congolais, avant de prendre des décisions concernant le Congo. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas suffisamment écoutés. We expect this House to press the US government to always listen to Congolese before they make any decision, because we have noticed that sometimes we are not given time. People don't really listen to our narrative. Leur dire que l'idée qu'un peuple qui a des problèmes n'a aucune dignité dont il faille tenir compte est une idée fausse et même dangereuse. Il faut tenir compte de ce que nous pensons, nos aspirations. Il faut tenir compte de notre dignité. Lorsque une personne comme le président Kabila a été élu par son peuple, on ne le traite pas comme un fonctionnaire qu'on a mis là-bas et auquel il faut donner des injonctions. And also tell them that even if a people is suffering like us, when people that experience challenges, that we also have Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Sikoyo Kanatikeli iyo papa. Oninga nanga yo, tika kosalanga bongo.